Déjà connecté ou pas encore? Non, elles se connecteront quand on aura lancé le premier abstract. Ok, formidable. On On lance a le trois, premier abstract? on a D'accord, trois vas-y. abstracts différents. Donc le premier, c'est Jérôme d'Auvergne qui va nous le présenter. Bonjour, je suis Jérôme d'Auvergne, je suis infirmier en réanimation au CHU de Nantes et je viens vous parler là de Contipress, une étude randomisée contrôlée qu'on a réalisée sur deux services de réanimation à Nantes. Donc, Contipress, c'est quoi? C'est l'évaluation d'un dispositif d'ajustement automatisé de la pression du ballonnet de la sonde endotrachéale. Donc la cible de pression de ballonnet est recommandée d'être entre 20 et 30 cm de haut. En dessous, on parle de sous-gonflage. D'une part, peut y avoir des difficultés à ventiler le patient, puisque des fuites peuvent exister. Et surtout, il y a un risque d'inhalation du contenu oropharyngé et de pneumonie. Donc le surgonflage n'est pas non plus une option, puisque lui, il expose à des lésions des voies aériennes, et notamment de la trachée. Un contrôle régulier toutes les 8 heures avec un manomètre est recommandé. Donc l'objectif de cette étude est donc d'évaluer si un ajustement automatisé de la pression du ballonnet diminue la proportion du nombre de patients subissant au moins un épisode de sous-gonflage par rapport à l'ajustement manuel intermittent. Et pour ce faire, on a décidé d'utiliser le dispositif pneumatique de Tracoe qui est tout simple, c'est une réserve d'air dans la partie bleue et il y a une petite valve au bout qui délivre de l'air en cas de besoin. Donc l'étude est monocentrique, randomisée et contrôlée, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort à chaque fois les patients pour savoir dans quel bras ils allaient se situer. Donc les patients éligibles c'était des patients donc cérébro-lésés, puisque c'est plutôt le profil de patients qu'on reçoit chez nous, intubés récemment, depuis moins de 48 heures, et pour une durée prévisible d'au moins 48 heures. L'objectif principal, je répète un peu, mais c'était donc l'évaluation de la proportion de patients avec au moins un épisode de sous-gonflage détecté. Il y avait aussi des objectifs secondaires, qui étaient donc l'évaluation de la proportion de patients avec au moins un épisode de surgonflage détecté. On voulait aussi regarder l'incidence du surgonflage et du sous-gonflage et le devenir des patients en termes de statut vital. En pratique, on faisait une mesure par équipe, toutes les 8 heures chez nous, pendant 48 heures, plus au départ et au retour d'un transport intra-hospitalier, et on suivait les patients jusqu'à la sortie du service. Donc 60 patients ont pu être inclus, 28 dans le bras ajustement automatisé, donc avec le dispositif, et 32 dans le bras ajustement manuel. Donc il y a une différence significative de patients qui ont connu au moins un épisode entre les deux groupes, 17,9% dans le bras ajustement automatisé et plus de 62% dans le bras ajustement manuel. Donc, ensuite, en termes d'incidence de sous-gonflage et surgonflage, là on va regarder le nombre de mesures qui ont été effectuées. Et c'est pareil, il y a une différence significative en termes de sous-gonflage entre les deux groupes qui se voient bien sur le graphique. Par contre, pour ce qui est du surgonflage, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Enfin, pareil, entre les deux groupes, en termes de pression, la pression du ballonnet était significativement plus élevée dans le groupe avec le dispositif, pour lequel il y avait moins d'ajustements, et l'amplitude des ajustements était inférieure par rapport au groupe avec le manomètre. Donc les forces de cette étude, c'est donc l'implémentation d'un dispositif qui permet un meilleur contrôle de la pression de ballonnet,
avec donc moins d'épisodes de surgonflage et en plus pas plus d'épisodes de surgonflage. Il n'y avait pas d'évaluation publiée à ce jour, et ça reste quelque chose qui est transportable facilement. Quelques limites quand même, pas de possibilité d'aveugle, évidemment, ça c'était une limite méthodologique. On a choisi que des patients cérébro-lésés puisque c'était plutôt ceux-là dont on s'occupe dans notre service. On n'a pas pu mettre en place une mesure continue de la pression du ballonnet, ça aurait été pas mal. Et enfin, l'étude a été construite pour évaluer l'efficacité du dispositif et pas son impact. On a regardé les pneumonies, mais il y avait trop peu de patients, trop peu d'épisodes de pneumonie, puis de toute façon, l'étude n'était pas dimensionnée pour ça. Et enfin, on a eu la chance de pouvoir être publié dans Anesthesia Critical Care and Pain Medicine en mai dernier, qui est la revue scientifique de l'ASPAR. Je vous remercie pour votre attention. Donc on se retrouve après cette première présentation abstract. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Claire, est-ce que je te passe du coup la parole ou est-ce qu'on laisse les questions peut-être remonter un petit peu? Qu'est-ce qu'on a prévu? Pour l'instant, on n'a qu'une question. On va peut-être finalement faire toutes les présentations les unes à la suite des autres et on garde les questions par la fin. Okay. Vous aurez Jérôme d'Auvergne et Anaëlle Calais, celle qui va présenter juste après, là, sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Donc si on peut passer le prochain abstract, s'il vous plaît. Super, donc on continue avec l'abstract suivant, du coup la présentation suivante. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Anaëlle Calais, je suis infirmière en réanimation polyvalente sur le centre hospitalier Lyon-Sud. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude Covid Impact qui évalue l'impact psychologique de la Covid-19 chez les soignants de réanimation. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt et reçu aucun financement pour cette étude. Rapidement, je resitue le contexte. Fin 2019, on observe une recrudescence de cas d'une pneumopathie d'étiologie inconnue dans la ville de Wuhan. En mars 2020, l'OMS déclare la Covid-19 comme une pandémie. Sur le centre hospitalier Lyon-Sud, comme dans de nombreux centres hospitaliers français, nous avons rencontré différentes problématiques. La première, c'est la propagation extrêmement rapide de ce virus qui a occasionné un afflux massif de patients. De ce fait, on a été obligé, afin d'augmenter notre nombre de lits de réanimation, de restructurer les services, d'affecter du personnel, notamment du personnel de bloc opératoire à la réanimation, et de ce fait, de former ce personnel très rapidement afin d'être opérationnel. Nos équipes de réa se sont trouvées dans des locaux qui étaient plus ou moins adaptés. Parfois, ils ont fait face à des pénuries de matériel, à des pénuries de drogue. Et puis, ce qu'il est important de mettre en évidence, c'est qu'on n'avait aucune documentation et qu'on était quand même les professionnels les plus exposés. On était vraiment les professionnels en première ligne. C'est pour ça qu'il nous a semblé important d'évaluer l'impact psychologique du Covid-19 sur les équipes de réanimation. La méthode, elle est la suivante, c'est d'abord l'élaboration d'un questionnaire papier qui comporte les caractéristiques de chaque soignant, puis l'échelle HADS qui permet d'évaluer l'anxiété et la dépression, et enfin l'échelle IESR qui permet d'évaluer le syndrome de stress post-traumatique ou PTSD. C'est l'ensemble de l'équipe qui est concernée, on est vraiment allé du médecin à l'agent d'entretien, et c'est 5 unités de réanimation qui reçoivent ce questionnaire, 4 qui sont des réanimations Covid et une qui est une réanimation non Covid. Ces données sont recueillies entre le 8 et le 21 avril 2020. Il faut savoir que sur Lyon, c'était vraiment la période d'afflux maximal de cas Covid pendant la première vague. Une fois l'ensemble de ces données dans nos mains, eh bien, nous avons fait une analyse statistique par régression logistique. Les résultats sont les suivants. Le taux de réponse, il est 95%, c'est 208 professionnels qui participent à l'étude. Là, l'incidence de l'anxiété pendant Covid, elle est à 48%, hors Covid, elle est à 13%. Je vous parle des chiffres en réel. Concernant le PTSD, Covid, on est à 27%, hors Covid, on est à 11%. Concernant la dépression, on est à 16% pendant le Covid et 4% hors Covid. Vous voyez bien que les chiffres varient du double, voire au triple. Concernant l'anxiété, on a établi un profil de risque qui est donc d'être une femme, d'avoir plus de 35 ans, d'avoir des antécédents de burn-out, de travailler dans une unité Covid positive, de ne pas se sentir assez formée,
d'être fatigué psychologiquement et ou physiquement. Les facteurs de risque indépendants de l'anxiété sont d'être dans une réanimation Covid avec un odds ratio à 2,08 et d'avoir l'impression de manquer de formation avec un odds ratio à 2,57. Concernant le PTSD, le profil à risque, c'est les personnes de plus de 35 ans qui ont des antécédents de burn-out, qui ont l'impression de ne pas avoir été assez formés, qui ont peur d'être contaminés et qui sont fatigués physiquement et psychologiquement. Et enfin, les facteurs de risque indépendants de développer un syndrome de stress post-traumatique sont d'avoir des antécédents de burn-out avec un odds ratio à 4,59 et de ne pas se sentir assez formé avec un odds ratio à 2,16. En conclusion, on voit bien que ce virus impacte énormément l'état psychologique de nos soignants, de nos équipes. Et les solutions, eh bien d'abord, c'est d'identifier en amont et de surveiller ces profils à risque. Ensuite, de pouvoir proposer, non pas seulement aux gens en détresse, mais à l'ensemble des équipes, un accès à une prise en charge psychologique qui soit simple, individualisée et personnalisée. Éventuellement, mettre en place dans les équipes des groupes de support, des groupes de soutien. Aussi, informer régulièrement sur l'avancée de l'épidémie et puis la gestion de l'épidémie au sein du service et puis au sein du centre hospitalier. Et bien sûr, de former en amont pour éviter l'apparition de ces troubles psychologiques. Je vous laisse mon adresse professionnelle si vous avez la moindre question. Et il faut savoir que cet article a été publié, si vous voulez lire dans sa globalité, dans l'Anesthesia Critical Care Pain récemment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve après ce deuxième abstract. Du coup, on va, je pense, pouvoir enchaîner. Claire, est-ce que tu es d'accord? On enchaîne avec le troisième abstract ou est-ce qu'il y a déjà pas mal de questions qui nous sont remontées? Donc on va plutôt, comme je t'entends pas Claire, on va peut-être plutôt enchaîner avec le troisième abstract, sauf si ton micro est fonctionnel. Je sais pas du tout où tu en es. Si, c'est bon. Désolée. Non, on peut enchaîner avec les questions si... Ok, on a eu des questions? Oui, alors sur le premier, Jérôme et Annelle, je vous laisserai vous répondre pour chaque topo. Pour le premier topo, l'abstract sur les ballonnettes de sonde d'intubation, alors la première question c'est quid des autres dispositifs d'ajustement automatisé avez-vous du recul? Il semble exister une certaine hétérogénéité entre les appareils automatiques. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Alors oui, il existe plusieurs types. Il y a des appareils électroniques qui font, donc qui mesurent et qui ajustent avec un petit délai la pression du ballonnet, mais ils ont quand même pour inconvénient majeur de nécessiter une alimentation électrique. Et c'est souvent des appareils qu'on peut pas forcément utiliser lors d'un transport, notamment pour l'imagerie. Je sais pas si ça répond à la question. Et il y a un autre dispositif qui est mécanique, c'est le Nosten, qui pareil, lui est relié à un contrepoids en fait et une grosse réserve d'air, mais qui est pas pensé pour être transportable. J'ai plus de son. Je vous entends plus. Micro clair. Pardon. Avez-vous mesuré l'index de variabilité de la pression intra-ballonnet, différence entre groupe automatisé versus manuel? Alors, Est-ce que vous avez mesuré s'il y avait une différence entre automatisé par rapport au mécanisme manuel? Non, vous n'avez peut-être pas fait l'index de variabilité, vous n'avez pas fait ça? alors je l'ai pas mesuré comme ça. Après, on a mesuré les pressions qu'il y avait dans les ballonnets. C'est ce que je mettais dans le petit tableau dans les résultats. Euh, La dernière question sur votre topo, c'est combien ça coûte? Est-ce que c'est valable économiquement en fait? Valable. Alors, je sais pas si c'est économiquement valable, mais c'est une vingtaine d'euros.
Et c'est un dispositif qui peut être maintenu en place 28 jours. Et, et je rajoute une question. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place définitivement dans votre service? En cours de négociation avec la pharmacie, mais ça devrait se faire. Euh, Question plus globale. Mais je n'ai pas encore de questions pour Anaëlle. Il faudra que je vérifie. Ah si, j'en ai. Votre étude repose sur la première vague. Est-ce que vous avez un recul sur les vagues suivantes? Est-ce que c'est la Alors, première vague? oui, donc on a réalisé sur le centre hospitalier Lyon-Sud une étude pendant la première vague, celle que je viens de vous présenter. On a également réalisé une étude nationale pendant la première vague, qui est terminée et qu'on est actuellement en train d'essayer de publier. Et on a réalisé une étude au cours de la deuxième vague, toujours dans notre service sur le centre hospitalier Lyon-Sud, donc avec les mêmes modalités, le même format, le même nombre d'unités de réanimation, le même nombre de participants. On misait vraiment sur le fait que l'incidence des troubles psychologiques allait augmenter parce qu'on se disait que les gens étaient de plus en plus fatigués, qu'ils étaient épuisés. Et en fait, il s'avère que l'incidence est moins importante pendant la deuxième vague que pendant la première vague. On attribue ça principalement au fait que probablement maintenant on connaît la maladie, on connaît le Covid, on sait un petit peu mieux comment la traiter et surtout on ne fait plus face à l'inconnu. Par contre, ce qui augmente considérablement, c'est l'incidence du burn-out qu'on a calculé sur cette deuxième vague, qui, alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais qui est beaucoup plus importante qu'à l'accoutumée en service de réanimation. Voilà. Et une autre question pour vous. Est-ce que l'étude que vous avez faite a eu un impact et est-ce que vous avez modifié vos pratiques afin de prévenir les risques professionnels de la Alors, première vague? déjà, ça a permis une vraie prise de conscience, aussi bien dans nos équipes médicales que dans nos équipes paramédicales, que dans nos équipes d'encadrement. Dire que les équipes vont pas bien, c'est bien, mais pouvoir l'appuyer avec des vraies données scientifiques, c'est quand même mieux. Là, je vous cache pas que le contexte actuel avec le Covid, nous, on a encore beaucoup d'unités de réanimation qui sont dédiées au Covid. On manque quand même de personnel. Ça nous permet pas d'avoir augmenté le temps de formation. Ce qu'on a fait sur le centre hospitalier Lyon-Sud, là, qui était déjà mis en place avant, mais qui a vraiment été renforcé par notre étude, c'est la création de postes de tuteurs, des tuteurs infirmiers, qui encadrent les nouveaux arrivants, les nouveaux diplômés, les gens qui sont en réa depuis 2-3 mois. On a également ce qu'on appelle les réactus, donc des semaines dans l'année où les médecins du service pendant 2-3 jours viennent faire des apports théoriques sur toutes les grandes thématiques qu'on trouve en réanimation polyvalente. Mais je pense qu'en matière de formation, tout le travail reste à faire et en ce moment, la crise sanitaire complique beaucoup de choses, bien sûr. Une dernière question pour vous. Comment se situe votre étude par rapport aux nombreux autres qui ont été lancés sur le même sujet? Donc c'est une très bonne question. Il faut savoir que les chiffres en matière d'incidence varient énormément en fonction des hôpitaux où les études ont été réalisées, en fonction des pays. Par exemple, sur le continent asiatique, en Chine, les chiffres avaient complètement explosé parce que c'était l'épicentre de l'épidémie. Donc on observe une grosse variation sur l'incidence des troubles psychologiques en fonction de la géographie de la réalisation de l'étude, en fonction, bien sûr, de tout ce qui est la réalisation des soins, de l'organisation des services, les systèmes de santé qui ne sont pas les mêmes. Et il y a énormément de variables qui diffèrent d'un pays à un autre, et du coup, les résultats peuvent être extrêmement différents. C'est ce qu'on observe de manière générale. Et en France, par rapport à, par exemple, à l'étude qui a été faite par l'équipe d'Eliel Azoulay, pardon, j'arrive plus à parler. En France, c'est pareil, on a des divergences puisque déjà dans chaque étude, on n'analyse pas la même population. Nous, on s'est concentré sur l'ensemble de notre équipe. Comme je vous disais, on a pris des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, on a des IAD, on a des ASH, on a des secrétaires, les psychologues. Donc on a vraiment misé sur la globalité de l'équipe. Vous avez des études comme celle du professeur Azoulay qui se sont concentrées essentiellement sur les médecins, par exemple. Donc du moment où vous avez une cohorte qui déjà varie énormément, forcément les résultats ne sont pas les mêmes.
Ok. J'ai plus de questions spécifiques en tout cas à ces deux topos, donc je pense qu'on peut passer le Alexandre Armangol qui ne sera pas là aujourd'hui, mais on aura quand même quelques échanges après. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Armengol, je suis formateur infirmier anesthésiste au CHU de Nancy et co-auteur de ce travail aux côtés de Jérôme Buzy, formateur à l'IFSI du CHU de Nancy, Frédéric Malin-Strub, formatrice à l'IFSI du CPN de l'Axou, Christine Lacac-Liégeois, formatrice à l'Institut de formation des ambulanciers du CHU de Nancy, François Horn, formateur à l'Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale du CHU de Nancy et de Pierre Strub, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Nancy. Je vais ici vous présenter notre travail de recherche portant sur l'évaluation du ressenti et du vécu de soignants formés en urgence lors de la pandémie à Covid-19. Comme vous le savez, pour faire face à cette première vague, les établissements de soins, et notamment ceux du Grand Est, ont modifié leur organisation en diminuant l'activité anesthésique et chirurgicale ou en créant de nouveaux services de réanimation, en upgradant des services de soins continus, des USIC ou en transformant des salles de surveillance post-interventionnelles. Avec ces modifications organisationnelles, s'est rapidement posé la question des ressources humaines. Pour cela, en lien avec la diminution de certaines activités, des IAT du bloc opératoire, des étudiants infirmiers anesthésistes en cours de formation ou des infirmiers de recherche clinique avec une expérience en réanimation sont venus porter main forte dans ces services. Bien évidemment, face à l'ampleur de ce tsunami, d'autres soignants ont également été appelés en renfort, issus de secteurs conventionnels, de blocs opératoires, des étudiants en puériculture ou également des étudiants en soins infirmiers en fin de cursus. Afin d'accompagner ces soignants avec peu ou pas d'expérience, des formations accélérées se sont mises en place à l'utilisation des dispositifs médicaux et à la réalisation des soins les plus courants en réanimation. Au CHU de Nancy, cette formation réalisée in situ a été mise en place sous l'égide de l'école d'IAD en faisant appel à des partenaires compétents au regard du contenu pédagogique. Les objectifs de la formation étaient garantir la sécurité et la qualité des soins, permettre aux participants d'appréhender sereinement leur mobilisation, souvent volontaire, parfois contrainte, dans ces services à haute technicité, et enfin, réassurer les professionnels dans leurs compétences. L'objectif de cette étude est, lui, d'évaluer le ressenti et le vécu de ces soignants formés en urgence lors du déclenchement de la pandémie à Covid-19. Pour cela, nous avons étudié une population de 46 soignants, 34 infirmiers et 12 étudiants en soins infirmiers L3 sur notre centre de formation. Il est à noter qu'au plus fort des besoins, il y a eu jusqu'à 3 centres ouverts en même temps, 7 jours sur 7, permettant de former un peu plus de 200 soignants. Ces 46 personnels de santé étaient répartis en groupes de 6 à 11 participants sur 6 sessions de 2 jours. Ces sessions se sont déroulées du 27 mars au 9 avril 2020. Parmi les outils utilisés pour cette étude, il y a eu un recueil anonyme des représentations des craintes et des attentes afin d'identifier les profils des participants et d'adapter les modalités pédagogiques. Un indicateur subjectif et quantitatif, l'indice de confiance, relevé au début et à la fin de la formation. Un indicateur subjectif qualitatif appelé Comment ça va ? Il s'agit ici d'une échelle d'auto-évaluation des ressentis à l'issue de la première journée. L'indice global de satisfaction de la formation et le recueil de l'atteinte des objectifs personnels de formation. Parmi les participants, 69% avaient peu ou pas d'expérience forte dans ce genre de service. Les 3 principales représentations exprimées étaient la technicité, la lourdeur des prises en charge et l'intubation. Les principales craintes sont en lien en quelques points avec les représentations, puisque la majorité évoque des peurs face au matériel, d'être délétère pour le patient et de se retrouver dans des situations de stress accru. Enfin, les principales attentes des participants sont de découvrir les prises en charge proposées aux patients, le matériel spécifique de ces services et un besoin important de réassurance dans leur capacité professionnelle. L'indice de confiance entre le début et la fin de la formation a progressé de 2,81 points. Pour 86,5% des participants, leurs objectifs personnels sont atteints et la satisfaction globale vis-à-vis des modalités de formation est de 9,1 sur 10. Les verbatims de fin de formation montrent des participants soulagés, optimistes et intéressés. Les objectifs de formation sont adaptés.
exposer les soins les plus courants, permettre aux participants de prendre en charge rapidement et en sécurité des patients. Il s'agit d'objectifs humbles. Il ne s'agissait pas de former en 2 jours ces soignants aux spécificités d'un service de réanimation qui s'acquiert habituellement en plusieurs mois. L'évaluation en début de formation permet de bien cerner les participants et d'adapter les modalités pédagogiques sans toucher au contenu. L'alternance pédagogique entre théorie et simulation haute fidélité permet d'ancrer les compétences existantes et de développer le raisonnement clinique dans des situations nouvelles. Ces modalités pédagogiques, l'adaptation et les indicateurs relevés laissent à penser qu'une formation comme celle-ci peut améliorer le vécu de ces soignants dans ce contexte que l'on souhaite exceptionnel. Pour conclure, il est évident qu'organiser une formation dans ce contexte avec un public ayant peu de connaissances dans le domaine cible est ardu. Mais il semble que les capacités d'adaptation des soignants, couplées à une formation dont les contenus sont standardisés et ajustés aux attentes de chacun, permettent de mener une formation appropriée et réussie. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon Morning Live Webinar organisé par la commission IDE Réa de l'ASFAR. Vous trouverez ci-dessous mon mail si vous souhaitez avoir d'autres informations. Au revoir. Merci beaucoup en tout cas pour ce dernier topo et cette dernière présentation d'Abstract. Claire, est-ce qu'on a des questions qui nous sont remontées, ou d'autres questions qui seraient remontées sur les abstracts précédents ou sur celui qui vient de passer? Cro, s'il te plaît. Je vérifie que si j'ai pas une dernière question. Après, comme Alexandre n'est pas là, ça c'est un peu compliqué. Donc il y a des questions globales pour les 3 abstracts, pour le coup. C'est comment vous est venue l'idée de ce projet de recherche? Comment avez-vous réussi à les mettre en œuvre? Et on va commencer par ça. Jérôme, d'abord. Alors, comment est venue l'idée? J'ai découvert ce dispositif que je connaissais pas du tout en congrès. Ouais, ça pratique, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune évaluation. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et après, comme on a mis ça en place, on a sollicité le fabricant en fait pour avoir un financement pour l'étude, qui a accepté. Donc c'était pas forcément simple, mais ça s'est bien passé en fait. Maintenant, je vous entends pas encore. Anaëlle, Merci. merci. Concernant la mise en place de l'étude, ça a été vraiment un constat de terrain au départ, hein. C'est de se dire qu'on était dans une situation de pandémie totalement inédite et de se dire que ça allait forcément avoir un impact psychologique sur nos équipes. On l'avait vu, on a plusieurs études qui sont sorties, notamment sur des crises comme Ebola, la grippe H1N1, et on sait que les pandémies ont un impact sur les soignants. Là, on s'est dit qu'il fallait le réévaluer de nouveau. Et la mise en place, ça a vraiment été... on n'a obtenu aucun financement, donc avec le professeur Alaouchiche et 2 collègues infirmières, on a élaboré ce questionnaire. On a fait un petit peu de biblio pour savoir est-ce que d'autres études avaient été réalisées à l'international. Au départ, pas vraiment, parce que c'était vraiment le tout début de cette pandémie. Ça a été faire de la biblio aussi pour choisir les échelles les plus adaptées afin d'évaluer les troubles psychologiques. Et puis après, voilà, c'est imprimer les questionnaires, les distribuer aux collègues. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est cette relance à chaque fois, hein, pour que les collègues remplissent le questionnaire, de les solliciter, parce qu'ils sont toujours d'accord, mais ils n'ont pas forcément le temps. Et puis après, ce qui était très long, c'est de faire la saisie manuelle. Donc là, c'est des tableurs Excel, et puis il faut saisir chaque réponse à chaque question, ça prend du temps. Et ensuite, voilà, on a fait de l'analyse statistique nous-mêmes. Et enfin, l'écriture de l'étude, vraiment, c'était totalement fait maison, quoi. Tous les deux, Jérôme et Anaëlle, vous avez dit on plusieurs fois. On, ça concerne qui? Jérôme, pour commencer.
Nous, on a fait l'étude dans 2 réanimations du CHU de Nantes. Donc, j'ai une collègue qui a mis le projet en place. Enfin, on l'a fait ensemble hein, dans son service, mais qui était là pour les inclusions en fait. Et il y avait aussi l'aide des médecins et des cadres des services. On a porté le projet ensemble, quoi. Elle? Alors nous, c'est déjà l'impulsion et le soutien de notre cadre de santé en réanimation polyvalente qui nous a lancé en recherche. Ensuite, c'est le professeur Bernard Alaouchiche, qui est anesthésiste réanimateur, qui nous a voilà, aiguillés parce qu'on savait absolument pas, on n'avait jamais fait de recherche, donc on savait absolument pas comment ça se passait. Et enfin, 2 collègues infirmières avec qui je travaille en réanimation qui se sont lancées dans le projet avec moi. Voilà. Une dernière question pour vous. Avez-vous comme projet de publier là et souhaitez-vous continuer à faire de la recherche après cette première expérience? Jérôme d'abord. Je commence. Nous, c'est publié déjà et oui, on a d'autres projets en cours qui se terminent ou qui vont commencer. Donc j'espère pouvoir venir en parler au prochain congrès de l'ASFAR, s'il se fait par exemple. Vous attends. Anaëlle? Eh ben, même réponse que Jérôme, hein, puisque donc cette étude-là est publiée, qu'actuellement on vient de soumettre un PHRIP dont la lettre d'intention a été acceptée il y a peu de temps et le dépôt pour le protocole se fait aujourd'hui. Et puis bien sûr, on est sur d'autres projets de recherche dans le service, soit qui sont sur le point de se terminer en attente de publication, soit qui sont en cours de création. Et idem, on espère pouvoir venir vous présenter tout ça dès que possible. C'est tout pour les questions sur les abstracts. Il y a quelques questions sur le topo de Sabine là pour le PHRIP. Sébastien, je vais poser les questions un peu globales, comme ça tu pourras y répondre. Oui, ok. Ah oui. En cas d'acceptation d'un projet de PHRIP, y a-t-il une limite en termes de délai pour dépenser le financement? Si oui, quel est-il? Et si par exemple un PHRIP a du mal à démarrer, le financement est-il toujours alloué après 1, 2, 3? Alors en fait, les PHRIP, comme tous les projets des GES, sont libérés par tranche de financement. Donc c'est la manière dont le PHRIP avance qui va conditionner la libération de tranches de budget. Donc il y a une tranche d'amorçage qui est libérée dès le départ de la recherche, et aux alentours, je crois, de 15% dans la limite de 50 000 euros, et qui va permettre de mettre en place le projet et de l'amorcer. Et après, la libération des tranches suivantes du budget sont conditionnées à l'inclusion. C'est-à-dire que si on se situe bien trop en dessous de la courbe des inclusions théoriques, qu'à un moment l'étude n'inclut plus, le projet risque de s'arrêter parce que il n'y aura pas de libération de financement suivant. Donc, les projets sont vraiment extrêmement surveillés et extrêmement monitorés. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment les tranches de libération de budget vont être conditionnées à l'état d'avancement du projet. Ça répond à la question concernant le projet de Sabine, qui effectivement était un PHRIP et du coup était soumis à ces Enregistrement en et cours. du coup sur les 50% de lettres d'intention retenues, finalement au final, il y a 15% des lettres d'intention déposées, entre 15 et 20% en fonction des années, des lettres d'intention déposées qui sont retenues, c'est-à-dire financées.
Autre question, si notre lettre d'intention est rejetée une première fois, ai-je plus de chance pour la deuxième fois? Y a-t-il un... Ça va dépendre du motif de rejet. Si c'est un motif de rejet parce qu'il y a un biais méthodologique et que vous représentez la même étude avec le même biais méthodologique, donc vous n'avez pas plus de chance. Si effectivement il y avait des remarques du jury qui vous permettent d'améliorer quelques points de cette étude qui étaient des points faibles et que vous les prenez en compte, oui, il y a de grandes chances qu'effectivement le jury soit attentif à ce que vous ayez pris en compte ces remarques. Après, ça reste un concours, donc si vous êtes dans les thématiques du gouvernement, effectivement, vous avez plus de chances de passer. Si l'année d'après, vous êtes dans les bonnes thématiques, vous avez plus de chances de passer. Mais non, ça ne garantit pas au final que vous puissiez avoir plus de chances l'année d'après, sachant qu'un PHRIP, on peut le présenter 3 fois. Voilà, au bout de 3 fois, il n'est plus recevable. La dernière question, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un background solide en méthodologie? Est-ce que les unités de recherche clinique sont forcément impliquées dans ces projets? On est obligé de déposer son PHRIP avec l'appui du NURC. On est obligé d'être adossé à une équipe type unité de recherche clinique et toutes les compétences méthodologiques et statistiques sont situées à l'URC. Donc effectivement, vous pouvez avoir des membres de l'équipe qui ont une culture très méthodo ou très stat, mais c'est toujours très intéressant d'échanger avec l'URC. Et de toute façon, l'URC sera aussi le garant du bon déroulé de votre projet, sera garant également du respect des règles réglementaires, de l'éthique, etc. Donc c'est très important de déposer ces projets en collaboration avec une unité de recherche clinique. Ok, là j'ai plus de questions, enfin, je vérifie. Non, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si les participants veulent apporter des précisions par rapport à leur expérience avec les URC, par rapport au travail qu'ils ont pu mener avec les URC. Ce qui me concerne, nous, on a fonctionné avec les de recherche clinique de chaque service. Il y avait un budget pour ça dans l'étude et du coup, collaborait au recueil des données et à l'inclusion des patients. Et c'est vraiment confortable de pouvoir s'appuyer sur des structures existantes et rodées au fonctionnement de recherche clinique. Alors nous, c'est surtout sur le PHRIP où on s'est appuyé sur Lyon Sud. On a la DRCI, qui est le département de la recherche en fait, avec notamment 2 méthodologistes qui nous ont guidés surtout là pour le protocole, parce que c'est quand même assez complexe et il y a pas mal d'items. Quand vous avez jamais fait de recherche, vous comprenez pas grand-chose, il faut le dire. Après, c'est vraiment je trouve un gros soutien de la part de la cadre de santé qui déjà impulse cette recherche paramédicale dans le service qui n'existe pas forcément. Et c'est important aussi, je pense, de s'entourer de médecins, de PU qui ont déjà publié et qui ont l'habitude de cette méthodologie de recherche, qui vont vraiment être en capacité de vous guider. Et puis après, voilà, c'est un travail d'équipe aussi avec le service finance qui va vous apporter les premiers éléments, mais c'est eux qui vont rédiger le budget. Il en va de même pour le service de biostatistique, où vous leur apportez les premiers éléments, mais c'est eux qui vont rédiger la partie statistique et la méthodologie en matière de statistique. Donc les paramédicaux ont fourni vraiment l'idée, les grandes lignes du projet, et après, fort heureusement, on peut s'appuyer sur plein de professionnels pour faire un travail très collaboratif. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions, Claire, ou d'autres petites infos qui nous sont remontées des participants? Pas de questions. Non? Eh ben, on va peut-être conclure sur ces bonnes paroles de collaboration avec les URC et avec les différents membres des équipes, effectivement, pour monter ces projets de recherche. Encore une fois, on ne fait pas de la recherche seul, hein, c'est vraiment important d'être épaulé par des métiers support, mais également d'être dans une équipe qui a cette culture recherche et cette culture vraiment d'écriture de protocoles et d'écriture d'articles. Claire, je te laisse peut-être faire un petit rappel sur les échéances
de la SFA, notamment les petites diapositives qu'on avait montrées en début de séance. Peut-être qu'on peut remettre quelques instants à l'écran pour que tu nous rappelles le calendrier et les quelques échéances qu'on avait énoncées au départ, notamment concernant le programme des morning live sur l'année, et puis le programme effectivement de soumission des abstracts. Je sais pas si tu as pu remettre ça des yeux et nous en dire quelques mots. Si. Donc, pour le programme des morning